Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Si c'est ton premier épisode, je t'explique le concept tout de suite et si c'est pas le cas, merci pour ta fidélité. J'ai la chance de recevoir un ou une invitée avec qui je parle de sa profession. Mais avant tout, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi la personne que j'ai en face de moi fait ce qu'elle fait. Alors que tu écoutes ce podcast dans ton canapé, ou en train de faire ton sport, ou encore en train de faire les tâches ménagères, je te propose, à la fin de l'épisode, si tu l'as aimé, de le liker et de le partager sur toutes tes plateformes. Encore une fois, je te souhaite la bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Hello Kevin, bienvenue dans le podcast. Hello, hello Ken, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Kevin, toi et moi, on se connaît depuis moult longtemps. Ça remonte à, si je me trompe pas, soit 2008, c'est de 2007, 2008 ou 2009, mais je tablerai pour 2008. Donc, Pas de date en tête, mais je te fais confiance. ça commence à faire une petite trotte. En fait, mon point de référence, c'est les championnats suisses de boxe thaï auxquels on a participé ensemble en 2010. Oui, Voilà. exactement ça. Ouais. Et donc, j'imagine que c'était quand même un petit peu avant qu'on s'est rencontrés dans ce fameux club de boxe thaï. Donc, j'estime que c'est plus ou moins 2008. Voilà, un peu pour situer le time. Kevin, pour les gens qui n'ont pas le plaisir de te connaître, est-ce que tu pourrais te présenter et rapidement nous expliquer ce que tu fais? Rapidement, est-ce que c'est possible rapidement? Mais je vais essayer, oui. Je m'appelle Kevin, je suis coach sportif, personal trainer. Depuis 2, 3 ans, à peu près, je suis plutôt spécialisé dans l'endurance. Je suis aussi athlète à part entière. Je me définis comme athlète, mais par rapport à certains, je ne suis qu'un petit athlète. Mais mon travail principal, c'est d'accompagner des gens, heu, dans leurs objectifs et essayer, d'arriver au mieux aux échéances qu'ils souhaitent, au résultat, souhaité tout simplement. Heu, Comment je me définis comme coach? Plutôt quelqu'un d'introverti. Je cherche pas forcément le nombre, je cherche juste, la qualité, je dirais Mhm, du contact avec mes clients, voilà en gros résumé ce que je fais. Après, qui je suis un mec normal, j'ai envie de dire, mais, je suis, accaparé par plusieurs choses, donc mon travail, mon rôle d'athlète et en tant que père de famille aussi. mhm. Je suis père d'un petit garçon de bientôt 3 ans et j'ai la deuxième qui arrive, dans quelques jours, quelques Peut-être semaines. même maintenant, pendant le podcast, on ne sait pas. Oui, peut-être, oui, ça sera un podcast inédit du coup, avec une naissance. Bon, je n'espère pas tout de suite, mais, si elle peut attendre encore, 1 heure et demie à peu près, ça serait sympa. Mais, voilà en gros, qui je suis dans la vie de Ok. tous les jours. Initialement, ton domaine de formation, c'est quoi? Parce que tu as pas toujours Heu, été coach sportif. non, non, j'ai commencé un apprentissage dans la maçonnerie, à 17 ans à peu près. Mhm, C'est pas hyper bien terminé et après, j'ai eu un parcours un peu divergent des gens. Je suis parti un petit peu à gauche et à droite et mhm, puis, pour au final, à un moment donné dans ma vie, je me suis là posé la question de ce que je voulais réellement faire et de qu'est-ce que je pouvais, on va dire, apporter, aux gens qui m'entourent et à l'échelle un peu plus large et c'est naturellement que ça s'est dirigé dans le coaching, je dirais. J'ai toujours été sportif, j'ai toujours été plutôt bon dans différents sports et en fait, j'ai réussi à faire le lien entre qui j'étais en tant que sportif et mon vécu et j'estimais à ce moment-là que je pouvais, apporter, aux autres un parcours différent et une analyse différente pour essayer, au mieux de les accompagner. Parce que le sport, n'est pas inné pour tout le monde, n'est pas, l'axe central de tout le monde. C'est même pas du tout l'axe central des gens. On est dans une société où il y a beaucoup de choses, qui passent avant et du coup, c'était par mon expérience, essayer de recentrer ça chez les gens et leur apporter, cette plus-value-là, en fait, de comprendre que c'était à leur portée et que j'allais les aider, en fait, dans cet objectif-là. Donc c'est naturellement que j'ai fait mes formations, chez Fitz notamment, heu, pour devenir, fitness trainer, puis après personal trainer, puis après me spécialiser dans l'endurance qui est venue un peu après l'endurance. Heu
Et donc maintenant, ça veut pas dire que j'entraîne que des gens dans l'endurance, mais ça veut dire que je mets un point d'honneur à essayer de trouver des clients ou des athlètes dans ce sens-là. OK. Toi, donc le domaine dans lequel tu es athlète, c'est, le triathlon et l'Ironman, c'est juste? Oui, Les sports exactement, ouais. d'endurance? Exactement, ouais. OK. Ce qui est bien, c'est que, ben, autant je peux accompagner des gens autant en course à pied qu'en vélo, qu'en natation ou peut-être en trail ou dans d'autres domaines. Heu, je fais aussi un peu en boxe, c'est un petit peu moins, j'accompagne pas d'athlètes en boxe, ça c'est Mmh. plus pour, entre guillemets «monsieur et madame tout le monde», même si c'est pas le terme que j'emploie quotidiennement. Chacun est une personne à part entière, donc monsieur et madame tout le monde, c'est un peu trop, réducteur. Mais, c'est mon domaine principal, ouais, c'est à peu près ça, ouais. OK. Heu et qu'est-ce que tu on reviendra après sur le travail, hein, mais, qu'est-ce que tu as trouvé dans les sports d'endurance qu'il y avait pas forcément, dans la boxe, boxe thaï? La boxe, j'en ai fait très jeune, j'ai fait les championnats suisses, j'ai fini deuxième au championnat suisse, c'était en 2009, je crois. Et la boxe, c'était un apprentissage pour moi, un apprentissage corporel et éducatif pour se comprendre soi-même. Et la différence avec l'endurance, je dirais que, bah, l'endurance est déterminée, c'est vraiment un sport où tu le seuil, enfin non, comment je vais te dire ça? Le centre des choses, c'est toi. Mmh. Alors qu'en boxe, ben, naturellement, il y a un opposant en face de toi. Donc du coup, certes, c'est ta performance à toi, mais il me manquait quelque chose, qui m'appartenait, si tu veux. Mmh. Et dans l'endurance, quand tu échoues ou quand tu réussis, même si échouer, c'est qu'une perspective, hein, mais quand tu n'arrives pas forcément à l'objectif souhaité, ça dépend que de toi. Alors qu'en boxe, tu peux perdre, mais c'est pas de ta faute. Tu as peut-être tout donné, mais c'est en face qu'il y a quelque chose qui a un répondant, Mmh. on va dire, plus fort à ce moment-là. Alors que l'endurance, non. Et dans l'endurance, tu peux toujours aller plus profondément dans «la douleur» entre guillemets et tu peux toujours t'améliorer, toujours créer et il y a un processus très long en endurance de manière générale qui est très, satisfaisant et très dur. C'est-à-dire que c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de volume, il faut faire beaucoup de sacrifices et en fait, c'est pour moi les sports les plus aboutis en fait dans cette recherche personnelle, cette recherche de soi parce qu'il y a pas juste faire le sport. Il y a placer les entraînements, prioriser des tâches, accepter, l'échec, accepter de pas être à ce moment-là au niveau. Donc en fait, il y a tout un processus, on va dire, là-dedans qui me convient, parfaitement et que je retrouve nulle part ailleurs, en fait. OK. Aujourd'hui, en termes de volume horaire, sur une semaine, bon, tu as tes coachings, Mmh. les entraînements, ça prend combien de temps? Alors c'est variable dans la saison, mais de manière générale, on va dire cette année, j'ai eu une progression plutôt linéaire, donc constante. On va dire les 6 premiers mois, j'étais entre 10 heures et 14 heures. Ouais, les 3 premiers mois, puis après j'étais entre 14 et 18 et je suis monté jusqu'à 22-23 heures à peu près dans une semaine. Mmh. C'est pas tout le temps, mais je dirais si de manière générale, c'est à peu près 10 heures en tout cas par semaine. OK. Je sais que tu cours aussi avec tes clients. Ouais, Est-ce que tu intègres dans ta planification alors attends, je vais poser la question différemment. Est-ce que dans ta planification d'entraînement perso, tu intègres et tu utilises le temps horaire que tu passes à courir avec tes clients? clairement oui. Oui, OK. oui, sinon ça serait hyper dur et en fait, il y a un principe fondamental pour moi de l'endurance, c'est le volume. Donc en fait, ça serait bête de se priver de ça. Donc en fait, je peux faire, on va dire un double bénéfice, un win-win. C'est-à-dire que moi, je mets un point d'honneur à courir avec mes clients, à leur apporter cette plus-value-là et c'est une plus-value qui me sert aussi justement, même si c'est pas des allures qui sont spécifiques à moi, c'est un avantage considérable et puis pour eux, c'est vraiment une mise en avant en fait de, bah, voilà, tu as un facteur limitant à ce moment-là. Moi, je vais t'aider à te pousser et je vais pas juste te dire: «Fais ça», non, je vais te montrer que je vais le faire avec toi et qu'ensemble, on va y arriver ensemble. Et ça, pour moi, c'est une des meilleures plus-values que je peux avoir dans le service. Alors naturellement, je peux peut-être pas tout le temps le faire avec tout le monde, mais j'essaye au maximum, en fait, de le faire.
Ne serait-ce que pour moi, mais surtout pour eux, en fait. Parce que c'est OK. eux le centre du sujet. Moi, je suis un athlète, mais quand je les coach, je mets la partie athlète de côté et l'entraînement, il est dédié à eux. Donc à aucun moment, en fait, ma mes valeurs à moi ou mon entraînement à moi péjorera sur la séance et prendra le dessus sur eux, en fait. Ouais, tu leur mets pas une douille, quoi. Je leur mets des douilles des fois, ça arrive, mais Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que mes valeurs c'est pas tu démarres la course, tu cours à côté de ton client, puis à un moment donné, toi, tu sens que tu déroules et puis tu pars 150 mètres non, devant. jamais. Non, jamais, parce que pour moi, ça serait une incohérence totale vis-à-vis de la personne, Ouais, bah, qui paye aussi un service. Donc, bien sûr. et puis hormis, ça, j'a je mets un point d'honneur à tisser des liens, en fait, avec mes clients, si tu veux et à ce qu'il y ait une forme de partage, parce que c'est avant tout ça, hein, c'est une forme de partage, et donc du coup, ça aurait un non-sens pour moi de faire ça, en fait. Mmh. Heu, Est-ce que tu penses que le fait d'accompagner le client dans l'endurance alors j'aime beaucoup ce que tu dis en termes de service, tu sais en plus que je suis hyper sensible à ça, donc accompagner le client dans son entraînement d'endurance, aller courir avec, aller faire du vélo avec, OK, je trouve ça très bien parce que tu le soutiens et puis tu peux voilà, ça se justifierait pas de te payer pour une séance de coaching si, la personne elle doit faire 10 kills puis toi tu te poses sur un banc, puis elle fait la boucle et après elle revient vers toi. Ça aurait OK. aucun sens. Est-ce que tu penses que c'est transférable à tous les types d'entraînement ou pas? Parce que moi d'instinct, bah, je comprends bien que tu cours avec tes clients, je me verrais mal pendant une séance d'entraînement avec un client si je lui fais un soulevé de lui faire faire du soulevé de terre, me mettre une barre à côté de lui puis faire en même temps que lui. Non, je pense que tu as raison, je pense que c'est pas transférable partout et puis surtout, ben, quand tu transfères ça dans le domaine du fitness pur et dur, tu pas payé pour sauver une barre, tu es payé pour analyser sa technique, pour analyser, hem, pour le sécuriser ou pour d'autres aspects. Donc non, je pense pas que c'est transférable partout. La course à pied, ça reste quelque chose de plus simple à mettre en place et c'est comme si maintenant je faisais un entraînement de natation, puis en fait je nage avec le client, ça a un peu aucun sens. Je suis pas là pour nager avec lui, je suis là pour l'observer, pour le corriger. OK, Donc, certes, je peux le corriger à des moments dans l'eau et puis nager à côté de lui, mais ça va juste ça a ses limites. Donc je OK, pense que non, c'est pas transférable partout. Les gens que je coach en fitness, qui sont quand même majoritaires, je le fais jamais un entraînement avec eux. Puis de plus, ça serait pas possible d'encaisser autant de volume. Tu si tu as, 10 clients, très athlétiques qui font des soulevés de terre à 150, puis toi tu dois faire 10 séances à 150 kilogrammes de deadlift à côté d'eux, ça a aucun sens, ça ouais, serait ça illogique. tu risques De d'être même dans la course, hein, de même dans la course, si j'ai, des séances qui se suivent, si c'est des séances d'endurance qui sont à allure plus modérée pour moi, ça va, mais si ça serait, que du fractionné ou des séances très, très dures, mmh naturellement, je pourrais pas encaisser tout ça non plus. OK, Ça il y a 2 poids, 2 mesures, en fait et il faut faire la part des choses et faut structurer ça de manière, cohérente dans la semaine aussi. OK, donc les clients que tu accompagnes, ils ont un niveau de condition physique qui est quand même moins élevé que le tien, ce qui permet, toi, heu, quand tu cours avec eux, voilà, ça fait du volume comme tu l'as dit avant, mais c'est de l'endurance fondamentale et puis ça va dans ce sens-là. De manière générale, ouais, OK. surtout que les gens qui sont, très, on va dire, très forts, par exemple, dans l'endurance, souvent ils mettent ils ont des soit des structures, des clubs, des choses comme ça où ils le font déjà ou alors, c'est plutôt, en ligne et à distance et là, du coup, ben, ils font les grosses intensités, mais n'empêche qu'il y a j c'est pas que j'exige, c'est que j'estime que de temps en temps, on doit quand même faire une séance ensemble, ne serait-ce que même si c'est un footing pour discuter, pour se voir en présentiel, pour savoir comment ça va. Parce que des fois, à distance, heu, les athlètes ne disent pas tout, en fait. Je dis Mmh. athlètes parce que pour moi, ça devient tous des athlètes au final, hein, à partir du moment où ils courent, ils préparent quelque chose, pour moi, c'est un athlète, heu mais ouais, des fois, ils disent pas tout et il faut recadrer, il faut comprendre et puis, ben, à distance, ils ont tendance à mésestimer certaines informations alors qu'en réalité, quand on parle avec eux, on voit tout de suite, en fait, l'état des choses. Peut-être des problèmes à la maison, peut-être des problèmes de travail, peut-être trop de travail, trop de charges et donc du coup, ça, je trouve que c'est intéressant de quand on le fait en présentiel parce qu'on peut plus discuter donc c'est aussi intéressant. OK. Pour moi qui le connais depuis longtemps, aujourd'hui, je vois un Kevin beaucoup plus apaisé qu'il y avait quelques années en arrière. Est-ce que tu est-ce que tu penses que les sports d'endurance ont une un rôle là-dedans?
Bah, oui, clairement, oui. Déjà, je suis J'ai trop dit, j'ai fatigué dit, pour j'ai travailler. j'ai dit, j'ai dit plus apaisé, j'ai pas dit moins déterminé, hein. Non, déterminé, ça fait partie de mon caractère, donc c'est une détermination sans faille, ça c'est sûr, pour tout le temps aller de l'avant, mais bah, plus apaisé, oui, naturellement. Il y a une forme de canalisation dans les sports d'endurance. C'est pas juste aller faire du vélo, c'est pas juste nager, c'est pas juste courir, c'est du développement personnel. Mmh. Le sport, c'est avant tout ça, en fait. Et c'est pas juste, se dire: «Ah, je dois soulever des poids ou je dois faire ci, ou je dois faire ça parce que je dois être fait pour avoir une telle shape ou pour avoir des telles puissances ou des telles valeurs». Non, c'est le traitement de ton âme, en fait. Et c'est comme ça que je peux, devenir la personne que je suis chaque jour. Ça passe aussi par le sport et par ce développement. C'est du développement personnel, c'est une psychanalyse et personnelle, en fait, le sport. Mmh. Et clairement, oui, ça m'aide, tous les jours à mieux me comprendre, ça, c'est sûr. OK. Aujourd'hui, ton métier, tu le fais dans quoi comme type de structure? Je suis principalement dans un fitness. Mmh. Je collabore avec, Team Up, Coaching que tu connais bien Damien parce qu'il a interviewé aussi. Oui, Hem, renvoie vers je forme l'épisode, si jamais que j'ai fait avec, Damien Jacques, le fondateur de Team Up Coaching. Je ne sais plus quel numéro c'était, mais je vous laisse aller regarder. Très bon épisode, très bonne personne aussi. Et Clairement. je travaille dans cette structure-là, dans un fitness avec lui et sinon, c'est souvent au domicile ou à l'extérieur, OK, principalement là. d'accord. Heu, Aujourd'hui, tu dirais que on peut pas dire que tu es un jeune coach, parce que tu déjà un peu de kilométrage au compteur. On peut pas dire que tu es non plus, un vieux coach. Tu dirais que c'est quoi les défis principaux à travers lesquels tu as dû passer, pour, lancer ta ton activité et puis qu'aujourd'hui, aujourd'hui ça fonctionne? Heu, je dirais, de ce que je vois, en tant que prof, parce que je suis prof, chez Kids Pro maintenant depuis cette année et ce que je peux constater la plupart du temps, c'est qu'en fait les gens veulent devenir coach, mais ne veulent pas aller plus loin, en fait, je dirais. OK. Enfin, je m'explique dans le sens où on fait un diplôme ou 2 diplômes ou 3 diplômes, puis on s'arrête à ça et on pense que les prérequis sont suffisants, alors que je pense que c'est un travail constant, non seulement intellectuel, mais aussi sur, sa présentation, sa façon dont on aborde les gens. Faut savoir un peu se remettre en cause et il faut comprendre que être coach, donc enfin, quand on est coach, on n'est pas à la mesure de toute chose. Dans le sens où souvent, j'ai l'impression que les gens, ils se prennent eux comme mesure comme critère de référence, alors que la plupart du temps, les gens qu'on va avoir en face de nous, ils sont totalement, différents. C'est-à-dire que pour eux, comme je disais avant, le sport, c'est pas forcément inné, c'est plus peut-être une tâche à effectuer, c'est quelque chose de difficile à mettre dans leur quotidien et donc du coup, je dirais qu'il faudrait au début, le plus important, c'est de déplacer la valeur à l'extérieur de soi et de comprendre que non, c'est pas nous le centre, ça sera la personne qu'on aura en face, le centre des choses. OK. Et il faut essayer d'entrer dans son quotidien pour pouvoir le comprendre et si on n'arrive pas à sortir de cet axe-là, en fait, c'est difficile de prendre les gens en charge et de les amener vers leur objectif ou de créer des nouveaux objectifs. Et toi, c'est un truc que tu faisais au début? Bah, c'est devenu assez inné, Ouais. je dirais, mais il a quand même fallu le travailler un petit peu. OK. Après ça s'est fait naturellement et le deuxième critère fondamental, c'est le travail, en fait. C'est, accepter, en fait, de on va dire, la phrase est un peu brute de décoffrage, mais c'est un peu de manger à tous les râteliers. Dans le sens où il faut aller chercher le travail. Le Mmh mh. travail, il vient pas. C'est à nous d'aller le chercher. Hem, c'est à nous de faire des horaires qui n'existent pas dans le commun du mortel. C'est-à-dire que moi, encore maintenant, hein, moi je suis un peu comme ça aussi, mais j'ai par exemple des clients, ils me disent: «Ouais, séance à 5 heures du matin». Feu à volonté, on y va. Mmh. Il n'y a jamais eu de non de ma part.
séance à 9 heures du soir, OK, feu, on y va, en fait, parce que je dois adapter mon agenda, en fait, aux personnes et j'estime que c'est un critère fondamental et donc du coup, il faut accepter le travail, il faut accepter, de que ça soit dur et il faut aller vraiment dedans et ça, c'est des fois des critères que je vois moins chez alors les «jeunes coachs» entre guillemets, Coach c'est qui que démarre. ouais, voilà, on pense que le prérequis, c'est juste d'avoir des diplômes et qu'on est bon. En fait, non, c'est pas ça. Mmh. C'est pas ça, il va falloir travailler 2 fois plus. Le diplôme, c'est juste la porte d'entrée et après, il va falloir aller encore plus en dedans, encore plus étudier, encore plus apprendre et encore plus, travailler et accepter la difficulté du monde de l'entrepreneuriat, tout simplement. C'est un peu OK. comme ça dans chaque travail, hein, pour moi, mais c'est, les critères, fondamentaux, je pense, OK. pour réussir. Je suis d'accord avec toi, clairement. OK. Donc ça, le fait de comprendre qu'en fait, tu es pas le point de référence, le fait d'aller travailler, et d'accepter qu'en fait, tes journées vont avoir une amplitude horaire immense, même si toutes les cases horaires sont pas pleines. Exactement. Toutes les cases horaires sont pas pleines. Il y a un moment dans le développement de ton business où tu t'es dit: «Ouais, en fait, non, ça va être trop chaud». Il y a eu de l'hésitation ou, déter du début à la fin et puis, vas-y, on avance? Non, je pense pas déter du début à la fin. Je pense que c'est une remise en cause constante, parce qu'on est dans un métier qui fluctue par des moments d'intensité élevée, donc beaucoup de coaching, puis des moments plus bas où typiquement les gens partent en vacances, choses comme ça et donc c'est quand même une remise en cause assez constante et je pense que dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est un petit peu toujours comme ça à mon sens et que il faut juste, j'aime J'aime pas l'idée d'avoir un objectif prédéfini, ma société ou mon entreprise, elle va aller là, ça va se développer comme ça. Je sais pas si c'est une bonne idée d'avancer au jour le jour, mais c'est aussi une bonne idée d'accepter que des fois c'est au jour le jour. Donc je dirais qu'il faut avoir un peu il faut être un petit peu comme l'eau, il faut être malléable, tu vois? Mmh. C'est-à-dire que, il faut savoir s'adapter un peu à la situation et pas trop prendre les choses à cœur dans l'immédiat. Il faut poser les choses calmement et accepter que des moments ça passe, des moments ça passe pas et avoir une certaine forme de recul. C'est très difficile à dire dans le moment, mais la tempête, elle arrive pour tout le monde, mais elle passe aussi pour tout le monde à un moment donné. La question, c'est est-ce que tu es capable, d'encaisser la tempête et d'avoir le recul nécessaire pour, faire justement fluctuer tout ça? Mmh. Donc je dirais que c'est constant, en fait. OK. Cette remise en question et je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est un peu tout le temps comme ça à mon avis. Sauf peut-être quand ça fait peut-être des années, puis on a un business qui marche, mais même quand on a un business qui marche, on a quand même envie de nouveautés ou de créer quelque chose et il y a toujours des moments de flottement et il faut vivre avec. OK, ça marche. Aujourd'hui, tu dirais que si tu pouvais nommer une valeur qui est centrale chez toi et qui est, satisfaite et nourrie par le travail que tu fais, tu dirais que c'est laquelle? Ouf, c'est compliqué. Ouais, j'ai Ah, pour habitude de poser des questions très simples au début, puis d'un coup, paf! J'arrive avec une question difficile. tu as raison, mais je sais pas s'il y en a une. Je dirais que quand même, dans mon axe de travail, il y a Ouais, une chose qui me tient à cœur et dans la vie en général, je dirais que c'est la fidélité. OK, Quand même, c'est-à-dire que je suis capable de ne pas accepter, j'élargis, mais un business florissant si je sens pas qu'il y a la fidélité derrière. OK. Donc je pourrais refuser, des collaborations ou des clients ou des choses comme ça. Alors, bon, des clients un peu moins parce qu'il y a moins de enfin, il y a de la fidélité après, mais je dis plutôt, on va dire, si je crée des partenariats avec des coachs, choses comme ça, je pourrais refuser des contrats que je sais qu'ils vont fonctionner juste par fidélité parce que l'argent, c'est pas la finalité pour moi. Mmh mh. C'est pas, on dit oui que l'argent fait le monde, mais chez moi, non. Mmh. Donc, pour moi, je dirais que c'est la qualité première qui sort, c'est-à-dire que dès que je donne ma confiance, heu, ça peut fluctuer naturellement comme tout le monde, on peut avoir des divergences, mais je pense que même dans les divergences, on peut être fidèle et puis on peut s'écouter. OK, Je dirais que c'est ça qui ressort. fidélité. On est au 34e épisode, c'est la première fois qu'on la cite, donc merci. Je Moi, je sais pas si c'est bien en affaires d'avoir tout ça et d'être fidèle à ce point-là, parce que ça peut peut-être avoir enfin, pour moi, oui, non, pour moi, c'est un critère fondamental, en fait. Sans ça, on peut pas avancer, on peut pas créer quelque chose une structure stable, en fait, OK.
Parmi tous les clients que tu coaches et les gens que tu as et que tu accompagnes, tu dirais que c'est quoi la difficulté? Est-ce qu'il y a une difficulté commune à tout le monde dans l'atteinte des objectifs? Le temps, je dirais, OK, le temps. Faire comp alors, quand on est coach, c'est difficile, même quand on débute ou même après, parce qu'il y a quand même aussi cet aspect, qu'il faut être rentable et qu'il faut, bah, gagner sa vie et donc du coup, il faut accepter aussi des contrats, des choses comme ça. Mais je dirais que le temps, c'est le facteur principal, faire comprendre aux gens que les choses nécessitent du temps, en fait, OK, comme dans d'accord. tout. C'est dans ce sens-là que je voulais le dire, le temps. Et donc du coup, c'est la je dirais que c'est constamment, en fait, quand j'ai des nouveaux clients ou même des clients: «Oui, est-ce que je vais arriver dans ce temps-là ou ce temps-là?» Je le vois même en endurance, hein, qui le facteur temps est indéniable. On peut pas vaincre le temps en endurance, il faut du temps, il faut des adaptations et comme si on voulait perdre du poids, il nous faut du temps et ça se fait pas en 3 mois et je déteste l'idée de bâcler le travail, en fait et Mmh. de dire: «Ouais, ça va se faire rapidement». Je suis assez cash là-dessus, en fait. Je le dis, directement, je dis: «Non, c'est pas possible, en fait». Ou ce Si sera tu pas avec moi. Ouais, c'est ça. En fait, si tu as mis 10 ans pour arriver, par exemple, dans cet état-là, peu importe l'état, chaque fois, en rigolant, je leur dis: «Il te faudra 10 ans pour revenir en arrière». Mmh. Donc comment ça? Je dis: «Ouais, bah, en fait, c'est juste pour imager la chose, en fait. C'est un processus très long, la santé. Ça se fait pas comme ça, sinon ça serait trop facile» et la santé comme la performance, le facteur, le plus difficile à prendre en compte, c'est le temps. OK. Comment tu joues, enfin comment tu ouais, bon, tu qu'il y a des adaptations qui doivent se faire, mais au final, les gens ont pas les connaissances physiologiques, Mmh. ou sur le corps humain pour comprendre. Comment est-ce que tu fais comprendre, comprendre ça, qu'il faut du temps? Bah, en fait, j'essaie d'être assez cash, tout en étant, très poli et j'essaie de comprendre l'autre, naturellement. Mais je prends souvent des exemples concrets dans leur vie, en fait, parce que quand je parle avec eux, naturellement, il y a il y a des informations qui sont dites et oui, par exemple, dans les entraînements, je vois des choses et je le dis j'essaie juste d'être franc, je dirais et puis, les gens sont pas du tout bêtes, en fait. Quand on leur dit les choses avec les mots qu'ils comprennent, avec leur langage à eux, heu ils comprennent tout de suite. «Ah oui, bah, en fait, tu as raison, expliquer comme ça, il faut juste trouver les bons mots et s'adapter à la personne qu'on a en face et parler son langage à lui», je dirais OK. et pas le mien, en fait, donc c'est ce que j'essaye de faire. Des fois, ça marche bien, des fois, ça marche pas et puis après, ben, des fois, ils se lancent quand même et puis c'est en avançant ensemble qu'on réalise que ça marche, en fait. Mmh. C'est ça. Typiquement, j'ai eu un client qui était venu me voir pour un problème au genou et il savait pas quoi faire, il pensait qu'il allait devoir se faire opérer et puis je lui ai dit: «Bah, écoute, on va commencer le coaching, mais je peux rien te garantir, mais naturellement que c'est difficile de prendre en considération des pathologies au genou et on sait jamais comment le corps y réagit». Ça a mis 1 an pour que ça fonctionne. Je l'ai envoyé chez un spécialiste que j'ai moi-même recommandé, un médecin spécialiste, dans le sport et puis, ben, on s'est concerté et puis on a eu la même analyse, voilà, qu'il fallait du temps puis la combinaison des 2 aspects, médecin, coach, peut-être physio aussi qu'il a pu avoir et lui dire qu'il fallait patienter et en fin de compte, il a compris ça, il a patienté puis au final, il s'est pas fait opérer du genou puis aujourd'hui son genou, il va très bien, en fait. Là où peut-être, il aurait peut-être bâclé le processus si on l'avait dit d'une certaine façon, puis il aurait été voir peut-être un autre médecin qui peut-être aurait dit: «Bah non, faut opérer». Donc je pense qu'il faut parler le langage des gens et les gens sont pas bêtes, en fait. Ça sert à rien d'essayer de duper les gens, ils se connaissent et ils connaissent leur corps, il faut juste, trouver les bons mots, en fait. OK. Ça Donc tu t'expliques aux gens que les choses prennent du temps. Est-ce que tu penses que cette notion au temps, elle est transférable à l'entrepreneuriat? Je m'explique. Aujourd'hui, tu vois, si tu te balades sur Instagram et que tu suis deux trois comptes qui sont, dirigés vers le business, tu vois mmh que des formations pour t'apprendre à faire beaucoup de cash en un temps très, très court. ouais. Au-delà du fait que c'est sûrement du bullshit, heu, est-ce que tu est-ce que tu penses que cette notion de «les choses prennent du temps» est transférable aussi à l'entrepreneuriat? Ça dépend de l'entrepreneuriat. Je pense qu'il y a peut-être des entrepreneuriats qui vont plus vite que d'autres, mais moi, Dans de notre tout domaine. dans notre domaine, je pense que c'est du bullshit, hein. Je pense qu'il faut du temps, hein. Comme tout, en fait. Il faut du temps pour se faire connaître, il faut du et puis il faut l'accepter, en fait. C'est partie de la vie. C'est comme si je te dis que j'ai 15 ans, puis que j'ai envie d'en avoir 40.
je vais pas pouvoir accélérer le temps, il va falloir l'accepter. Donc d'une Mmh. manière ou d'une autre, il va falloir accepter dans l'entrepreneuriat que c'est un processus qui met du temps. Heu et je pense que, ben, mon amour pour les réseaux, n'est pas énorme, hein, et voir mes réseaux, mais je pense qu'aujourd'hui tout va trop vite, en fait, et qu'on veut tout bâcler trop vite, que la notion clé, c'est accepter et ce temps-là et jouer avec, tu vois? Le comprendre, l'utiliser, en fait. On peut pas le vaincre, donc va falloir apprendre à l'utiliser tout simplement. Mmh. C'est ça, la clé pour moi, et tout ce qui dirait le contraire, pour moi, est un peu un non-sens, en fait. Vouloir aller trop vite, c'est aussi vouloir, zapper les erreurs, et les erreurs, elles sont importantes parce que c'est les erreurs qui font progresser, pas les réussites forcément. Mmh. Les réussites, c'est la cerise sur le gâteau, c'est bien, mais je connais personne qui apprend de ses réussites. Par contre, je connais les gens qui apprennent de leurs erreurs. Mmh. C'est beau ce que tu as dit. Donc Le temps, on peut pas l'accélérer, donc il faut apprendre à l'utiliser. ouais, Voilà, le alors podcast est terminé. Ciao tout le monde, on va s'arrêter là-dessus. c'est pas tout le temps facile, hein, parce que moi-même, j'y suis contraint, moi-même, c'est quelque chose, mais c'est un travail constant, en fait, Mmh mh. et encore une fois, c'est du travail, et c'est du travail sur soi. Mmh. Mais c'est très difficile, ça j'en suis conscient, je suis le premier à l'admettre, hein. Mais c'est le en fait, ça me ferait presque chier d'admettre que je peux avoir rapidement les choses, Mmh. parce que du coup, j'annihile tout le processus intéressant qui me permet d'y arriver. Si je transfère ça dans le domaine d'endurance, si je fais pas 2 3 années de vélo, puis que je suis bon au bout d'un mois, est-ce que j'ai vraiment savouré cette douleur? Est-ce que j'ai vraiment savouré ce travail accompli? Est-ce que ça m'a aidé à me forger en tant que bon cycliste, que bon athlète? Bah, je pense pas, en fait, OK. tu vois? Et je pense que ce qui fera la différence dans les dernières minutes de course, ça sera le travail où j'ai souffert, tu vois? Par exemple, j'ai fait un Ironman il y a moins d'un mois, et les derniers kilomètres, c'était dur, et en fait, j'avais une allure que je voulais choisir. Je me suis dit: «Là, j'accélère», et là, à ce moment-là, tu vois, je me dis: «En fait, tout le travail, toute la douleur de 8 mois d'entraînement où je me levais le matin 5 heures du mat, où je rentrais tard le soir, où j'allais courir le soir, où je passais pas du temps avec mon fils, où c'était un processus difficile, où je voyais pas ma femme forcément», tu vois? Et ben, en fait, tout ça, ça a combiné à ce moment-là, en fait, en tant que Mmh. personne. Et ces erreurs, ce temps passé, en fait, où j'ai dû lutter, qui arrive à ce moment-là et qui rend ce moment aussi important. Et c'est pour ça que être premier, ça a aucun sens. Mais gagner pour soi, c'est là où ça donne du sens. Mmh. Et c'est ça la vraie victoire, tu vois? OK. Et donc c'est un processus qui est, d'une importance capitale à mes yeux, en fait, tout Mmh. simplement. Tu dit, hein, ça prend beaucoup de temps, tu vois pas forcément ton fils autant que tu voudrais ou ta femme autant que tu voudrais, mais voilà, c'est les investissements qu'il faut faire. Est-ce que tu Mmh. penses que tu serais un meilleur père et un meilleur mari si tu avais un 9-17 et que tu faisais pas de sport? Non, parce que je serais pas moi, tout simplement, OK. tu vois? Mais heu, je pense que des fois, naturellement, c'est peut-être plus dur à des moments pour ma femme, ou c'est plus dur pour mon fils est encore jeune. Mais par contre, tu vois, quand je rentre de mon Ironman et que je mets la médaille autour du cou de mon fils, je vois mon fils courir dans l'appartement et puis crier, «Théo médaille, Théo médaille», et puis il court avec la médaille et puis il la lève comme ça. Bah, en fait, tu dis que ça vaut les sacrifices, parce que les enfants, heu, n'apprennent pas en leur criant dessus ou en leur montrant. Les enfants, ils apprennent de leurs parents, en fait, de leur Mmh. attitude. Et si mon fils me voit me mettre au travail, me voit, heu, rentrer certes plus tard, mais pourquoi est-ce que je suis parti avec jeu? Puis qu'est-ce que j'ai fait? Et qu'il me voit venir sur des courses et qu'il me voit me battre contre moi-même pour arriver à des objectifs, en fait, je suis en train de lui montrer que il va falloir sacrifier, il va falloir se donner du mal, mais tu vas y arriver si tu donnes le travail, si tu donnes l'implication nécessaire, et je pense que le meilleur apprentissage pour les enfants, c'est ça. OK. Et donc est-ce que je serai une meilleure personne? Non, je suis comme je suis ce que je suis, et ça, alors ça veut pas dire que je vais faire ça tout le temps, ou de cette façon-là tout le temps, Oui, oui. on évolue, hein, mais je pense que non. Je pense que je serais peut-être moins bon parce que je pourrais pas m'épanouir totalement, en fait, Mmh. dans mon attitude et dans ma façon d'être, simplement. OK. Je te pose la question vu qu'on était sur ce sujet-là parce que, moi, je me la suis déjà posée et je pense que quand tu es indépendant professionnellement, bah, ça demande un grand investissement en termes de temps, surtout dans nos métiers où, bah, on travaille quand les clients sont disponibles, c'est-à-dire souvent quand eux ne travaillent pas, tôt le matin, entre midi et 2, tard le soir. Et je me suis souvent posé cette question: «Est-ce que je serais un meilleur mari et un meilleur père si j'étais plus présent?»
mais que je faisais forcément quelque chose qui m'anime moins et j'étais arrivé plus ou moins à la même conclusion que toi. C'est, Oui. heu, c'est non parce qu'en fait, Charlie voit quelqu'un qui est investi et qui, Mmh. récolte après les fruits de son travail et je pense être un meilleur exemple. Mais, Ouais. voilà, je voulais avoir aussi ton avis là-dessus, parce que je pense que dans les gens qui nous écoutent, on a très certainement des mamans, des papas qui sont coachs, qui sont indépendants et qui, à mon avis, se posent aussi cette question et s'interrogent par rapport à ça. C'est une question logique, hein, c'est une question, qui donne tout son sens et il faut la poser. Ça ne veut pas dire que parce que toi ou moi, on le fait dans ce sens-là, qu'il y a d'autres manières de faire qui sont mauvaises. Mmh. Je pense que c'est une question, ben, de s'adapter, à la vie, mais moi je vais dans ce sens-là en tout cas, heu, comme toi d'ailleurs. Mmh. Tu fais de la formation depuis 2 ans maintenant? 2-3 ans je crois. 3 2-3 ans ans, presque, ouais. ouais, ouais. Tu fais de la formation depuis 2-3 ans. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la formation? Bah, c'est marrant, en même temps je sais, puis en même temps je sais pas. Alors Oui, explique-nous ce que tu sais, explique-nous ce que tu sais pas. je suis une personne complexe. J'ai depuis tout jeune, assez jeune, j'ai toujours eu une bonne allocution. J'ai toujours aimé, utiliser, la parole et le langage, si tu veux, pas pour faire preuve de pédanterie, mais pour simplement, parce que j'ai toujours été comme ça, en fait, ça fait un trait de Mmh. mon caractère, mais j'ai toujours eu, au fond de moi, envie, de transmettre, et c'est là où vient la part je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de faire ça, mais j'ai toujours eu envie, d'être devant des gens, si tu veux, bien que je sois assez timide et c'est pas ce que je préfère, le mieux de base, mais je pense que j'ai toujours eu cette capacité de pouvoir donner un message Mmh. et c'était pour moi un rôle et une reconnaissance importante dans mon parcours et me sentir, important aussi pour moi de pouvoir me dire: «Bah, voilà, on me donne du crédit, pour aller divulguer du savoir à des gens». Et on me fait confiance, tu vois? Et je me suis dit: «Bah, moi, le meilleur moyen de retourner cette confiance, c'est de faire des gens», alors dans le domaine du coaching, qui sont aboutis, tu vois? Pouvoir leur répondre, pouvoir aller moi-même chercher, moi-même grandir et apprendre d'eux en retour aussi et de leur parcours. Et ça s'est inscrit pour moi comme une forme de réussite personnelle d'y arriver et je prends beaucoup de plaisir à le faire. Est-ce que je suis le meilleur là-dedans? Non, clairement pas. Est-ce que je suis le plus sachant? Non, clairement pas. Mais je pense que c'est pas forcément ça le plus important. Je pense que le plus important, c'est de toucher les personnes, qui t'entourent et tu as le droit de pas savoir, tu as le droit de pas être le meilleur. Tu as pas le droit de pas essayer, tu as pas le droit de pas, corriger tes erreurs ou de répondre ou d'apprendre, de tout ça. Mais, c'était vraiment une forme d'aboutissement et j'espère aller plus loin encore et évoluer encore là-dedans et même travail à faire. OK. Mais, j'y travaille, voilà. C'est quoi qu'est-ce qui est le plus dur pour toi, quand tu enseignes? C'est quoi la difficulté, principale Heu, face à laquelle tu te retrouves, confronté? Bah, je dirais le de manière générale, le savoir, parce que le savoir, évolue constamment. Dans notre domaine, les recherches évoluent constamment et c'est très difficile de pouvoir tout savoir. C'est impossible de toute façon, On peut pas. mais, de rester au contact avec tout. C'est pour ça que le travail s'arrête pas, au premier diplôme que tu fais et c'est un travail, permanent pour réévaluer, écouter, faire d'autres formations, qu'elles soient certifiantes ou non, ça pour moi, ça a aucun intérêt, mais, qu'elle soit, en lien avec le monde actuel et donc le savoir, c'est un des facteurs, c'est le facteur principal, je dirais. Le 2e facteur, c'est pouvoir répondre, mais que l'autre comprenne. C'est-à-dire qu'encore une fois, on est dans le même truc. Je pourrais faire preuve, de de rhétorique incroyable, mais si ça atteint pas la personne qui m'a posé la question, ça a aucun sens. Ouais. Donc il faut trouver les mots et peut-être s'attarder sur la personne qui a posé la question après ou essayer de trouver une solution pour qu'en fait ça devienne un sens logique pour elle.
il y a une cliente, il y a quelque temps qui m'avait posé la question sur les neurones, comment fonctionnaient les neurones et en fait dans le manuel de cours qu'ils avaient, c'était plutôt bien écrit pour moi et en fait, je suis rentré le soir à la maison, puis je me suis dit: «Ouais, mais en fait, cette personne m'a posé une question et j'ai pas été foutu de lui donner une meilleure réponse». Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai créé tout un PDF le soir à 19 heures jusqu'à 11 heures du soir pour que le lendemain, quand j'avais les cours avec elle, je dise: «Voilà, moi je t'explique ça comme ça maintenant. Est-ce que Mmh. tu comprends?» Et en fait, on a passé 1 heure devant toute la classe à débattre là-dessus et à ce que j'explique mon PDF. Mais en fait, là, ça me donnait du sens, mon travail. Parce qu'en fait, j'ai répondu, je ne savais pas forcément comment faire, mais j'ai cherché, j'ai travaillé et en fait, je lui ai apporté une réponse et la personne, bah, elle repart heureuse parce qu'en fait, elle se dit: «Bah, en fait, on m'a considéré». On m'a pas juste dit non, on m'a Mmh. considéré. Le mec, il est rentré, il a travaillé, il m'a apporté une réponse. Et pour Ouais. moi, ça, c'est la meilleure des c'est une problématique, difficile à régler, hein, parce qu'il faut avoir envie de le faire. Mais pour moi, c'est un processus hyper important, en fait. Mmh. Je me rappelle il y a des années en arrière, c'était au début où j'enseignais, il y a un élève qui me pose la question, il me dit: «C'est quoi la différence entre le semi-tendineux et le semi-membraneux?» OK. Puis je dis: «Waouh, OK». Il m'a fallu une semaine pour trouver la réponse OK. et en fait, Ouais. c'est juste que le semi-membraneux, il est plus plat, il a plus une forme de membrane alors que le semi-tendineux a plus une forme Ouais. cylindrique, une forme de tendon et voilà et donc j'ai cherché et j'ai fini par trouver. Mais ça a mis un bon moment. Ouais, mais c'est un processus intéressant et pour moi, c'est un processus, hyper important, en fait et mine de rien et ben, moi, j'ai passé, 2 heures ou 3 heures à faire ça et ben, moi, ça m'a aidé aussi à moi à mieux comprendre et à aller plus en dedans donc c'est un processus win-win, en fait, de nouveau, tu vois? Et donc ça, c'est intéressant aussi. Mmh. OK. Et ce qui te fait le plus kiffer dans l'enseignement, du coup? C'est la même chose, c'est cette transmission de savoir? Ouais, je pense, cette transmission de savoir pour, le côté, bah, altruiste de la chose et pour le côté plus personnel, c'est de développer mes connaissances constamment Mmh. et moi, j'ai toujours soif de savoir et d'apprendre parce que je dis toujours que je suis un non-sachant, donc je dis toujours que je sais rien et qu'en fait, en partant de ce postulat, bah, je peux toujours apprendre quelque chose et donc du coup, ça, c'est le côté plus, on va dire, plus personnel et l'autre côté, c'est le côté, ben, ouais, altruiste, d'aider les gens à comprendre. Ça, Mmh. c'est cool. OK. Tu as un parler très étoffé, une belle élocution, tu le disais avant. Ouais. Hem, est-ce que tu lis ou est-ce que tu cultives aussi la partie culture générale? Ou est-ce que tu centralises toute ta capacité à apprendre sur des choses qui sont des choses du sport? Heu, c'est un c'est un processus, hein. J'ai évolué au fil du temps, mais en principe, je focalise mon attention plutôt sur des connaissances précises que du général. Je suis pas hyper bon en connaissances générales. Enfin, Mmh. oui, je suis pas dégueulasse, mais je suis pas le meilleur du tout. Mais, je pense que je suis assez ciblé. C'est clair que maintenant, bah, mes connaissances, elles sont beaucoup plus dans le domaine du sport parce que ça a plus de cohérence. Mais, bien qu'elle soit avant, il y a quelques années, c'était plus dans les processus, on va dire, de sport, les méthodologies et tout et maintenant ça va déjà un peu plus large. Par exemple, sur, l'apprentissage des méthodologies enfin, des méthodes de pensée d'autres sportifs, par exemple. Mmh. Donc on va plus dans la philosophie de la pensée et avant le sport, ça a été, la philosophie de manière générale. OK. J'ai lu et lu et lu des ouvrages à en finir avec une bougie allumée le soir à côté de ma tête, si tu veux, juste une bougie comme ça. Bon, faut savoir pourquoi une bougie, mais c'était comme ça. Mais, en fait, j'ai voulu, comprendre, en fait, heu, j'ai mon schéma de pensée, mais j'ai voulu le schéma de pensée des autres personnes. OK. Parce qu'en fait, j'estimais que qui est-ce que j'étais si tu veux, pour définir que le monde tourne de cette façon-là. Et en fait, je voulais avoir l'avis des autres. Mais les gens qui m'entouraient, c'était pas assez, en fait. Mmh. Il fallait des connaissances, des gens qui ont été plus profonds dans le sujet, qui se sont posés de réelles questions. Et en fait, ça s'est tourné vers la philosophie. Donc j'ai lu, ouais, des centaines d'ouvrages. Et en fait, toujours, j'avais toujours la même question: «Qui est-ce que je suis pour lire des ouvrages qui sont d'une complexité, heu, infernale pour certains, où c'est vraiment, on va vraiment, hyper loin. Et en fait, je me disais: «Mais même si je lis un ouvrage et que je comprends pas la totalité de l'ouvrage, mais que je comprends
5%. Eh ben, c'est 5% de plus que le point de départ. Et donc, forcément, je vais en grandir. Donc ça, je l'ai accepté aussi. Puis je peux pas tout comprendre quand je lis ou quand j'essaie ou sur certains sujets. Mais c'est toujours mieux le processus d'essayer que le processus de rien faire, en fait. OK, Donc, j'ai toujours été plutôt pour répondre à la question de manière claire, j'ai plutôt toujours été ciblé, en fait. OK. Ça va aller là, ou ça va aller là, ou ça va Mais aller la cible et change. après. Mais la cible change et la cible évolue. Parce qu'en allant là, bah, à un moment donné, je dis: «Mais attends, j'ai été là, mais en fait, je réalise que ça peut bifurquer à un endroit ou à un autre», tu vois? Et à ce moment-là, ça bifurque. Et puis là, je change d'orientation. OK. Ça n'empêche pas que je peux revenir en avant, je le faisais beaucoup plus. C'est clair que maintenant, bah, le processus, il est beaucoup plus difficile parce que, ben, avec, une famille et tout et puis, ben, des responsabilités différentes, je peux beaucoup moins lire, je lis beaucoup moins qu'avant, mais c'est pas grave, en fait. C'est pas grave parce que j'éprouve aussi moins le besoin. Ça veut pas dire que je le fais pas, mais c'est dire que j'apprends peut-être aussi de manière différente où je mets mon esprit à l'écoute d'autres choses. Typiquement, le vécu de mes clients est Mmh. hyper intéressant. Les gens ont des vécus incroyables et ça nourrit aussi mon âme, en fait, de leur travail, de leur voyage, de leurs, caractéristiques spécifiques et c'est aussi intéressant que lire un livre. C'est entrer dans leur esprit la même chose, en fait. C'est juste que c'est pas posé par écrit. Je l'ai déjà dit dans un épisode précédent, j'ai lancé le podcast avant tout pour, me nourrir moi et en Ouais. faire profiter ma communauté. Mais c'était aussi pour moi une manière d'acquérir de nouvelles connaissances, d'apprendre de nouvelles choses, de voir les choses de manière différente et j'apprends, voilà, j'apprends tous les jours à travers les podcasts que j'enregistre grâce aux invités que j'ai. Du coup, j'ai une question philosophique pour toi. Oula. Ouh là! Quelle est ta quelle est ta responsabilité en tant qu'être humain par rapport à ce que tu sais faire, ce que tu veux faire et ce que tu peux faire dans le monde dans lequel tu vis? Oula. Pour, Ah, pour étoffer un petit peu, pour les auditrices et les auditeurs du podcast qui ont déjà écouté des précédents, vous savez ma vision par rapport à ça. Pour les nouveaux, bah, vous allez la découvrir. On parle souvent de mission de vie. Je trouve que c'est un peu galvaudé, donc je préfère utiliser le terme de responsabilité. Donc à partir de là, quelle est ta responsabilité dans le monde dans lequel tu vis? dans le monde dans lequel je vis, j'ai envie de dire aucune. Personne n'a dû donner cette réponse, hein, mais Personne n'a donné cette réponse. aucune, c'est le seul mot qui me vient à l'esprit. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'estime qu'en même temps, je suis tout et qu'en même temps, je suis rien, tu vois? Donc ouais, ça va aller très loin là, hein, mais Vas-y, vas-y. non, dans le sens où ma responsabilité, c'est d'aider tous ceux qui sont autour de moi à grandir, mais en même temps non. En même temps, c'est à eux de capter l'information ou non de mon aide et ça leur appartient. Donc en OK. même temps, je peux aider autrui, comme en même temps, je ne peux pas. Donc en même temps, je suis tout et en même temps, je suis rien. Voilà, je dirais Ah, comme ça. Je sais pas ça si ça répond à la question et si c'est une si, si, question, oui, parce qu'au final, moi, intelligente, mais je l'entends où moi, ma responsabilité, c'est de proposer une solution à quelqu'un et sa responsabilité à lui, c'est de prendre cette solution et de la mettre en voilà. application. Et puis après, bah, quand Donc tu vas plus loin, et ben, je suis tout dans le sens où je peux lui proposer la solution, mais je suis rien ouais, dans le sens où c'est pas moi qui vais la mettre en application. voilà, c'est à peu près ça et acceptera celui qui a envie et n'accepte pas celui qui n'a pas envie et au final, ça n'a aucune importance. Le plus important, c'est la proposition du processus et que qu'il refuse ou qu'il accepte, il y a pas de mal, en fait. Le mal n'existe pas, c'est qu'un choix et je pense qu'il faut simplement respecter ce choix et puis, ben, on éviterait beaucoup de problèmes si on l'accepterait comme ça, de toute façon, à mon avis. Mais, ouais, pour moi, ce serait la réponse la plus courte et la plus cohérente, à ce moment précis là. Ça me parle. J'ai trouvé ça très élégant, en tout cas. Merci. C'est quoi le revers de la médaille, Kevin? Dans tout ce que tu fais, c'est quoi c'est quoi le côté obscur de la force? Le côté obscur de la force, Ou le revers de la médaille, le côté négatif, tu l'appelles comme tu veux. C'est quoi le heu, qu'il a fallu
qu'il a fallu aller, alors je vais utiliser un processus très nietzschéen, mais je dirais, qu'il a fallu tout déconstruire pour tout reconstruire. Heu, J'entends par là qu'il a fallu détruire toutes les idées reçues, pour Mmh. ma part, hein, les idées reçues, tous les codes éthiques, tous les codes sociaux pour me réinventer et me recréer indépendamment de tous ces codes-là. OK. Pour pouvoir être au final en accord avec le code actuel, j'ai envie de dire au final, parce que, enfin, la société actuelle. Mais il m'a fallu beaucoup de travail, beaucoup de déconstruction, beaucoup de remise en cause et le revers de la médaille, il est là, c'est qu'en fait, quand tu fais ce processus-là, où tu te détruis et tu remontes pas, ou alors tu te reconstruis, mais tu as parfois un fossé avec les gens qui t'entourent. OK. Je dirais que c'est ça. Parce qu'en fait, quand tu remets en cause tous les systèmes de valeurs et que tu recrées un peu quelque chose, même si tu es dans la société actuelle, tu es pas à l'écart, hein, tu pas, voilà, mais tu tu n'as plus le même degré de valeur. Tu vois? Et ça, c'est très difficile à retrouver dans la société, je trouve, des fois. Et c'est un peu le revers de la médaille parce que tu atteins une forme de solitude qui est certes satisfaisante parce qu'elle est créée par toi et en fait, tu es la seule mesure de toute chose dans ce sens-là. Mais parfois, elle t'éloigne un peu des gens et il y a des choses que les gens attendent que toi, tu mets pas d'énergie là-dedans, en fait. Mmh. Et ça peut impacter parfois ta relation amoureuse, parfois, le code social avec les gens qui t'entourent ou même au travail, hein. Parce qu'en fait, tes ton estimation des valeurs et ce que tu veux est ailleurs. Ça revient un peu, par exemple, à ce que je disais au début sur la fidélité, c'est-à-dire que pour moi, c'est un système, c'est un credo hyper important, mais qui n'est pas forcément hyper important pour tout le monde et si c'est poussé à l'extrême, cette fidélité, ben, en fait, elle peut t'éloigner de certaines choses, tu vois? Heu et heu et voilà, ça serait une preuve un petit peu d'avoir tout reconstruit. C'est-à-dire que je pourrais être fidèle dans énormément de choses, quitte à mettre, en danger certaines autres choses, certains autres facteurs, tu vois? Mmh. Je pourrais le faire pour ça, parce que j'ai reconstruit comme ça, comme un schéma important pour moi. Mmh. Donc je dirais que c'est le revers de la médaille OK. et vu que tu atteins une certaine forme de solitude, tu acceptes cette solitude Mmh. et quand tu acceptes d'être seul, on vit dans un monde social, principalement social, certes avec une forme de solitude, mais quand c'est poussé un peu plus loin, ça peut devenir problématique sur certains aspects, tu vois? Je dirais, un peu c'est ça le revers de la médaille. Je vois, je vois. C'est un peu farfelu puis un peu, ambigu, hein. Non, non, parce qu'en fait, on pourrait l'interpréter où, tu évolues dans un groupe social qui fait certaines choses et peut-être Mmh, que toi, tu t'y sens pas à l'aise, donc tu as envie de sortir de ça, pas dire que c'est bien ou pas bien, mais de dire que tu as envie d'évoluer, tu as envie de changer et ouais, forcément, ben, tu vas peut-être perdre quelque chose en faisant ce changement-là, qui est ce groupe social avec la sécurité que ça peut t'apporter et forcément tu l'as dit, hein, le fossé, qu'il peut y avoir et des fois, l'incompréhension qu'il peut y avoir. Moi, je vois, j'ai l'immense bonheur d'avoir un groupe d'amis très, très soudés autour de moi. Mais dans ce groupe-là, je suis le seul qui est indépendant professionnellement et ouais, je vois bien qu'il y a des fois où on capte pas les trucs de la même manière. ouais, donc là, moi, c'est ramené à un niveau différent, mais c'est à peu près ça, c'est la même Mmh. chose, hein, Ouais. à un niveau différent, c'est exactement la même chose. C'est que Alors ça bon, moi j'ai de c'est la ça. chance, il y a énormément de compréhension, mais je peux comprendre et notamment, tu vois, tu parlais des relations amoureuses, et je trouve que ça, c'est une grosse problématique, dans l'atteinte des objectifs, que ce soit, dans le sport, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans la vie privée. C'est quand ton conjoint ou ta conjointe, elle est pas raccord avec toi et avec, ce que tu veux atteindre donc non, non, Clairement, c'est si tu vois, si je le transfère, c'est que j'ai une femme formidable et qui qui fait un travail, remarquable avec, mon enfant, enfin notre enfant et puis le deuxième qui arrive et qui est vraiment remarquable en tout point. Mais, et elle a compris en fait que pour moi le sport c'était plus que du sport donc j'ai elle me laisse de l'espace pour ça. Mais c'est vrai que des fois elle doit me rappeler à l'ordre parce que je pourrais aller encore plus loin en fait. Encore plus en dedans, mmh tu vois? Parce que c'est ma thérapie et je pourrais aller encore plus loin.
Et des fois, je dois me faire rattraper en me disant: «Non, mais attends, tu as aussi des responsabilités Ouais. en tant que père, en tant que mari, en tant qu'entrepreneur» et des fois, ça pourrait aller encore plus loin, Mmh. tu vois? Donc Mais quand même, de temps en temps, elle te met des coups de pied au cul quand tu y arrives pas, quoi. souvent même. Et c'est un peu le débat constant entre, il faut que tu fasses, parce que maintenant tu vas te bouger le cul parce que tu dois faire et Mmh. puis à un moment donné, c'est: «Calme-toi mon gars, reviens sur terre. OK, Ouais. tu pas tout seul», tu vois? Donc ça permet de maintenir, le niveau. C'est elle la chef à la maison, hein, donc voilà. Oui, oui, On va c'est bien souvent le cas. C'est bien souvent le cas. oui, oui, beaucoup de gens l'avoueront pas, mais c'est comme ça. Kevin, merci pour tout ce que tu viens de dire maintenant. Je savais très bien que ça allait être philosophique, parce que je connais l'animal quand même depuis un petit moment, donc je savais très bien que ça allait être philosophique, mais du coup, je suis pas déçu. Tu as répondu à mes attentes. C'était très bien. Je suis très heureux, merci à toi de m'avoir fait audience, puis ça plaira aux gens qui nous écoutent et que ça leur donnera matière à avoir une autre vision. C'est le moment du quiz. C'est parti. C'est parti. Le but, c'est que tu réfléchisses le moins possible aux réponses que tu vas donner. Naturellement, ça va Natu être hyper, facile. Ah bah ouais, ah, on est d'accord. Ah, on a bien compris depuis le début du podcast que tu réfléchissais pas beaucoup. Réfléchissais pas beaucoup. Allez, 3, 2, 1, on est go. Quand tu étais petit, tu jouais à quoi, Kevin? À la plus, tu au voleur. Un aliment que tu n'aimes pas manger. Les champignons. Oh, sérieux? Ah, je déteste. Ok, toute forme de champignon. Ouais, ouais, Ok. pour moi, Euh, c'est un poison. Tu dois choisir un jusqu'à la fin. Course, natation ou vélo? Ah, vélo. Vélo? Ok. Une de tes manies, si tu en as une. Heu, À part si passer j'ai les de chaînes de manie ton vélo à l'ultrason. ah, si j'ai de manie, ouais, être toujours meilleur. C'est ma manie. Voilà. Ta citation préférée, si tu en as une. Ouh là! Attends, je suis en train de réfléchir parce que je l'ai en latin. Heu, je suis devenu question pour moi-même. Je suis devenu question pour moi-même. Ouais. Ok. Euh... Putain, je suis en train de réfléchir à ce que tu viens de me dire, donc du coup, Ouais, ouais, je non, mais ouais, elle fait assez mal. Au début, elle fait mal. Ah, j'ai fait une crampe là. J'en ai Euh, plusieurs, mais c'est celle-là qui est vive, hein. Ça dit le plus rapide, hein, possible. Tu dis des gros mots? Ah ouais, je suis portugais. Alors, un gros mot que tu dis souvent. Heu, ah, non, je peux pas tellement dire parce que je crois que j'ai mon fils qui est à côté, mais bon, remarque, ils l'ont dit aussi maintenant. Hem, enculé, je dis souvent ça. Ton film favori, si tu en as un. Ah, je pense que j'en ai plusieurs. Celui que je regardais beaucoup quand j'étais plus jeune et à l'époque, Gladiator. Ah ouais, ah ouais, ok. Ce que tu aimes le moins dans ton job? Échoué. Mhm. Je pars du principe que les enfants sont des grands maîtres à penser. Une leçon que ton fils t'a appris. Une leçon que mon fils m'a appris, que la vie continue. Ah oui, Tu écoutes de la musique? oui. La chanson du moment. Du moment, la chanson du moment, j'en ai aucune, hein, actuellement. Ok. Vraiment aucune. J'écoute de manière, comme si c'était robotique quand je m'entraîne, j'en ai aucune actuellement qui me vient à l'esprit. Tu pouvais partager un repas avec quelqu'un, quelqu'un de vivant ou quelqu'un qui n'est plus, quelqu'un de réel ou quelqu'un de fictif, ce serait qui? Nietzsche, Ah, j'étais sûr que tu allais me sortir un philosophe. sans hésitation. Pourquoi Nietzsche? Parce que pour moi, c'est le maître à penser. Ok. Si tu pouvais tout recommencer et faire un autre métier, tu ferais quoi? Constructeur de vélo, je sais pas si ça se dit comme ça, mais mécanicien de vélo. Mécanicien sur vélo. Ok. Ah, sans hésitation. Sans hésitation. Sans hésitation. Une lecture que tu recommandes, peu importe le domaine. Tellement. Euh, Ainsi par les Zarathustra Ainsi parlait Zarathustra. Ok. de Nietzsche.
Bah, forcément. C'est celui qui me vient à l'esprit. Donc, Ok. Euh, j'ai réfléchi un petit peu. Euh, Il y a eu, alors c'est pas le sujet du podcast hein, aujourd'hui, mais il y a eu à un moment donné, il y a eu un moment important dans ta vie, il y a quelques oui, années en arrière. oui. Et en fait, si le Kevin d'aujourd'hui pouvait aller parler au Kevin de ce moment-là, tu lui dirais quoi? Hmm, hmm. Fonce. Magnifique. Dans 10 ans, tu voudrais être où ou en être où, Kevin? Ah, aucune idée. Aucune idée, ça m'intéresse pas. Pourquoi? Ça voudrait dire que je suis pas là maintenant. Oh, C'est ok, comme ça que ça me vient à l'esprit. ça marche. C'est pas mal ça. J'ai répondu rapidement, tu m'as dit répondre rapidement, hein. Peut-être j'ai Ouais, bon là on réfléchi. était là on était plus dans le quiz, mais Ah, mais la réponse est la même. Donc, voilà. je n'ai pas d'autre. Ok. Réfléchi Euh, ou non. Kevin, merci beaucoup pour tout ce que tu as dit jusqu'à maintenant. C'était Merci à toi. c'était très enrichissant. Euh, pour les gens qui ont passé un petit peu plus d'une heure avec nous, est-ce qu'il y a un dernier truc que tu aimerais leur dire, que tu as peut-être pas dit, ou que tu as peut-être déjà dit, mais que tu aimerais répéter? Euh, je leur dirais, euh, continuez comme vous, continuez à faire ce que vous faites de la manière la plus simple possible. Euh, aimez le moment présent parce que le futur n'existe pas, le passé est mort, je dirais, ou bah, le passé comme son nom l'indique, mais je dirais d'arrêter de s'en faire et d'avancer tout simplement. La vie nous met au défi quotidiennement. Acceptons-le, relativisons un petit peu et, et tout va bien. Tu vois, tout va bien. Ce n'est que la vie, au final, je dirais. C'est ça, je dirais. Voilà. La vie est un long fleuve tumultueux et c'est pour ça qu'elle est cool. Oui, mais ça n'est que la vie. Donc, partons de ce principe-là, tout va bien. Oui, je suis d'accord. Et particulièrement dans le contexte dans lequel nous, on vit dans notre pays, en Suisse. Ouais, ou ailleurs. Bon, bien que ça soit peut-être plus compliqué ailleurs, mais je pense qu'il y a toujours un moyen de s'en sortir. Génial. Bah, on est bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur Facebook, sur Instagram, principalement sur Instagram, je dirais, bien que je ne suis pas la personne la plus active sur les réseaux sociaux. Euh, je reste ouvert sur mon site internet aussi. Ton compte Tout Instagram, c'est? Je le mettrai en c'est description. c'est Doc Personal Trainer. Le site internet, c'est la même chose, docpersonaltrainer.ch. Et je suis ouvert à la discussion avec tout le monde. Donc voilà, si quelqu'un veut rebondir par rapport à ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est naturellement que j'accepte ton questionnement. Voilà, je dirais ça. Cool. Kevin, merci beaucoup. C'était très enrichissant. C'était important pour moi de t'avoir aussi dans le podcast parce qu'on n'est pas on n'est pas depuis très longtemps et j'aime beaucoup la philosophie que tu as et la manière dont tu parles, ce que tu racontes. J'ai toujours trouvé ton parcours très inspirant et ta résilience force l'admiration. Donc merci pour ça. Merci, Euh, merci pour. pour les auditrices et les auditeurs du podcast, merci de nous avoir suivis, Kevin et moi. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cet épisode que nous, on aura pris à l'enregistrer. Si c'était votre premier numéro, ben, bienvenue. Welcome. Et puis, si vous êtes un ou une fidèle du podcast et que ce n'était pas la première fois que vous l'écoutiez, ben, merci beaucoup pour votre fidélité. C'est très sympa. Kevin, je te dis à très bientôt. On va très Moi certainement aussi. se recroiser dans pas longtemps. Et puis sinon, à toutes et à toutes, ben, je vous dis aussi à très bientôt. Allez, ciao tout le monde! Au revoir.